Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je vais vous avouer quelque chose. Nous avons choisi comme sujet l'ultime sinistre record de notre pays qui se distingue encore une fois et qui a été nominé dans le dernier rapport annuel de Transparency International sur la corruption, dans lequel l'Algérie figure dans le top 9 des pays arabes les plus corrompus. Le sujet est très important et très grave surtout, qui devrait intéresser le journaliste que je suis, dans des circonstances normales. Pourtant, j'ai ressenti comme de la lassitude à l'idée de vous en parler aujourd'hui encore. Je n'ai pas compris pourquoi je faisais tout pour éviter d'aborder cette question. En fait, il m'arrive ce qu'il arrive à toute la société algérienne. Ce sujet nous met maintenant tous mal à l'aise, un peu comme si nous avions fini par abdiquer, par nous résigner, par accepter le fait accompli. Nous sommes gavés, nous sommes saturés, nous en avons jusque-là de ces histoires qui puent, hachakoum. Nous sommes un peu dans la situation de celui qui a fini par accepter la fatalité, par accepter de vivre avec la maladie mortelle qui le ronge en se disant, pour se donner du courage, qu'on mourra tous un jour et qu'il vaut bien mourir de quelque chose après tout. Alors, autant essayer de profiter des derniers instants qui nous restent, autant oublier la maladie et surtout ne pas en parler, comme si casser le thermomètre pouvait faire tomber la fièvre. C'est cela que je ressens en ce moment, et vous aussi, je crois. L'Algérie a donc été classée dans le top 9 des pays arabes les plus corrompus. Je suis presque tenté de dire, et vous aussi, je crois, et après, au point où nous en sommes, qu'est-ce que ça peut faire? Dans un pays où la tchipa est devenue halal, où presque tous les commerçants considèrent que ne pas payer ses impôts n'est en rien immoral, où les entrepreneurs ont définitivement admis comme normal le recours à la commission versée aux fonctionnaires qui leur accordent des marchés publics, où les passeports spéciaux Hajj se monnaient au marché noir, où des corps entiers de fonctionnaires sont devenus synonymes de pots de vin, comme la douane par exemple, où des millions de gens vivent au-dessus de leurs moyens, des millions de gens vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils réussissent à se débrouiller, entre guillemets bien sûr débrouiller, où il n'est plus honteux d'être un corrompu notoire, où les corrompus notoires se pavanent au milieu des foules qui miaulent à leurs pieds, où la quasi-totalité des dirigeants de ce pays, de ses hauts fonctionnaires, de ses magistrats, des officiers supérieurs de son armée, se livrent à une prédation effrénée sur le bien public. Et je reste mesuré. Parce que la corruption a atteint un tel niveau, elle s'est généralisée à un point tel que non seulement elle ne choque plus, que non seulement ceux qui la pratiquent passent pour des dégourdis, des khavzines, mais le plus curieux, comme je l'ai déjà dit, est qu'on refuse même d'en entendre parler. Et j'imagine votre réaction maintenant que vous êtes et ce que vous êtes en train de vous dire maintenant. Encore la corruption. Qu'est-ce qui lui arrive, Jamel Din? Il est à court de sujet ou quoi? Il n'a pas encore compris qu'on en a soupé de la corruption et des corrompus, qu'on en est gavé, saturé, que nous en avons presque jusque-là de ces histoires qui puent. Yamara, passe-moi la zapette que j'aille voir ailleurs, allez. Allah ghalbi al-khawa. Évoquer ces sujets est un peu comme ce médicament amer que vous n'aimez pas, mais que vous êtes obligé de prendre si vous ne voulez pas passer de l'autre côté. Pour la corruption, c'est pareil. Ils nous ont imprégnés délibérément de l'idée que ce n'est que de la qfaza, que les seuls qui ne sont pas corrompus sont ceux qui n'ont pas pu se faire corrompre, qui n'en ont pas eu la chance, le courage, que ce sont les envieux, les hassadines qui en parlent, et que la corruption, il y a bon banania. Et puis, nous rappelle-t-il, pourquoi user de mots aussi impolis, indignes de l'idée familia? Pourquoi qualifier ces échanges de bons procédés de corruption? Ne lui ont-ils pas donné de gentils petits noms? El-Qahwa, El-Tchipa, El-Gass, El-Hnana,
الملح وفوس, l'amana, et ainsi de suite. Mais plus sérieusement, cette question de la corruption est autrement plus grave. Non seulement parce que le régime qui la pratique est en train de ravager le pays présent et à venir, mais plus grave encore, il a réussi à l'inséminer au cœur de la société algérienne, jusqu'à la banaliser, jusqu'à en faire une pratique tout à fait honorable, puisque plus personne ne s'en cache, et que grand corrompu est devenu synonyme de grand notable. Aujourd'hui. Liberté. Transparency International établit un classement dans son rapport annuel, l'Algérie dans le top 9 des pays arabes les plus corrompus, par Merzaq Tigrin. El Watan. Rapport de Transparency International sur la région MENA, 14% des Algériens ont payé un pot de vin pour accéder à un service public, par Nedja Bouarisha. L'Eco-News. 51% des Algériens pensent que la corruption a augmenté, par Nordine Izwewen. Aujourd'hui, avec nous, j'ai le plaisir, le vrai plaisir d'accueillir Djilali Hajjaj, porte-parole de l'association algérienne contre la corruption, un militant comme malheureusement il n'y en a pas assez, qui se bat de toutes ses forces depuis des années maintenant contre ce fléau. Et donc, il sera notre seul invité. Et en deuxième partie, nous ouvrirons le standard, mais il restera avec nous pour répondre à la fin de l'émission à vos questions et à vos interventions éventuelles. Djilali Hajjaj, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, ce rapport de Transparency International, cet énième rapport où on est encore épinglé. Oui, alors, il s'agit d'une étude qui en fait est une sorte de baromètre de, on va dire, un peu de l'état de la corruption, donc dans la région du Maghreb, dans la région, on va dire, des pays arabes de manière générale. Et qui dit baromètre dit une sorte de prise de température. Comment la corruption est perçue cette fois-ci par la société elle-même, par les citoyens eux-mêmes. Donc ce sont des sondages qui ont été faits et des milliers de citoyens de ces pays de la région, et notamment d'Algérie, donc ont répondu à un certain nombre de questions, à la fois pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils pensaient que la corruption ces dernières années a augmenté ou a diminué, quels sont pour eux les secteurs où il y a le plus de corruption, les secteurs de la vie publique de tous les jours, quels sont, est-ce que eux en tant que citoyens, ils donnent des pots de vin pour obtenir un certain nombre de services ou un certain nombre de prestations de l'administration publique, des hôpitaux, de la justice. Et question peut-être qui est plus intéressante que d'autres, est-ce qu'ils se considèrent eux comme citoyens actifs contre la corruption ou acceptant ou faisant avec et tournant le dos, j'allais dire, un peu à la lutte contre la corruption. Donc c'est un baromètre qui a beaucoup de mérite dans la mesure où cette fois-ci il interroge un peu les citoyens, ceux qui se sentent concernés ou ceux qui se sentent concernés par essayer de combattre ce fléau, ou ceux qui ne se sentent pas concernés et qui non seulement font avec, mais j'allais dire plus grave encore, eux-mêmes deviennent corrupteurs et corrompus et acceptent ce fléau et utilisent ce fléau à la fois pour leur vie de tous les jours, mais en même temps aussi pour améliorer leur train de vie, améliorer leur confort ou s'enrichir de manière extrêmement rapide. Mais bon, ne nous faisons pas d'illusions. Les résultats de ce baromètre confirment, si besoin était, que la corruption dans la région, et plus particulièrement dans notre pays, est devenue pratiquement étendue à tous les secteurs d'activité. Mais justement, Djilali Hajjaj, comment en est-on arrivé là, à ce niveau de banalisation, où
c'est devenu presque non seulement admis, non seulement tolérable, mais presque honorable que d'être un corrompu, de pouvoir construire de grosses villas, rouler carrosses, claquer de l'argent en millions de centimes par jour, faire ses courses dans les meilleurs marchés. Comment en est-on arrivé là, à ce point? Ce n'est pas normal, ce n'est pas... Ah oui, celui qui s'enrichit très rapidement de manière illégale, notamment à travers la corruption, dans une commune, dans une ville, dans un quartier, et j'allais dire, parfois pour un certain nombre de gens, devient comme une sorte de référence, comme si qu'on reconnaissait que celui-là qui s'est adonné à ces pratiques condamnées par la loi devenait une référence, devenait un modèle. Celui-là a su se débrouiller, a su faire avec. Et nous, j'allais dire, nous, comme citoyens communs, c'est comme si on n'avait pas cette chance-là, entre guillemets. Et qu'à la limite, si l'occasion se présentait, moi, citoyen banal, j'accepterais aussi de m'adonner à cette pratique, d'utiliser cette pratique. Et il arrive même, malheureusement, assez souvent que nombre de citoyens ne dénoncent pas un corrupteur ou un corrompu par principe de dénoncer parce que c'est contraire à la loi, c'est contraire à nos valeurs morales, mais se dire pourquoi moi je n'en ai pas profité, pourquoi moi je ne suis pas beaucoup plus bénéficiaire que lui de ces pratiques-là. Et c'est une donnée qui existe et qui se répand dans la société. Il ne faut pas se cacher la face. C'est une donnée qui est grave, qui est dramatique et qui existe. Et ceux qui n'acceptent pas, ceux qui gardent précieusement ces valeurs éthiques, ces valeurs morales, ces valeurs d'intégrité, cela devient un peu, j'allais dire, non seulement une petite minorité, mais deviennent un peu la risée des gens, surtout quand on sait que ces gens-là pourraient éventuellement, s'ils s'adonnaient à la corruption, s'enrichir très rapidement. Et ça, c'est une donnée que nous, militants associatifs, dans nombre de wilayas du pays, pour ceux d'entre nous qui vivent au sein de la société, nous le mesurons tous les jours. Hein. C'est dur. Mais c'est terrible ce que vous nous dites là, Gilal Hijaz. Ça veut dire tout simplement que la société est profondément gangrénée jusque dans ses valeurs, jusque dans son quotidien, j'allais dire même jusque dans ses convictions religieuses, puisque aujourd'hui il est de notoriété publique que la majorité des Algériens adultes font la prière. Dans un pays où la corruption est devenue tout à fait, j'allais dire, conventionnelle, plus qu'admise, tout à fait normale. C'est terrible, hein, ce que vous nous dites là. Oui, c'est malheureusement... Et on le voit, il y a quelques années, il y avait peut-être une dynamique où il fallait casser ce tabou de la corruption. Effectivement, c'était normal d'en parler, de le dénoncer. Depuis quelques temps, pour pas dire quelques mois, ça redevient presque un sujet tabou. Non seulement au sein de la société, mais même, j'allais dire, au sein des médias. Et nous sommes, nous, associations, assez bien placées pour le mesurer. Nous donnons un certain nombre d'informations à la plupart des médias, très peu les publient. Très peu les publient, à la fois parce que ça ne les intéresse plus, à la fois parce qu'ils risquent de représailles, et à la fois parce qu'ils sont complaisants avec le pouvoir en place, et en même temps, pour ne pas s'attirer, pour ne pas se faire d'ennemis, quoi. Et un exemple, nous y reviendrons peut-être plus en détail, que nous avons mis en exergue il y a quelques semaines de là, ce que nous avons appelé l'affaire de Mohamed Bejaoui, l'oncle de Farid Bejaoui. Il y a des médias qui ont fait la sourde oreille et qui n'ont pas voulu du tout entendre parler de cette affaire-là, ni publier le moindre mot. Nous allons y venir, mais nous allons y arriver. Mais sinon, quand vous parlez à la fois vous essayez de comprendre pourquoi les médias refusent de traiter de ces sujets. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est une question de généralisation, j'allais dire, de la mauvaise conscience, à tel point que ces sujets ne sont plus les bienvenus, y compris
pour les lecteurs des journaux, y compris pour les téléspectateurs des chaînes de télévision. C'est comme un peu si on allait dans les jardins privés des gens, qu'on rentrait dans leur intimité, parce que ce sont des millions de gens qui sont touchés par ce fléau, malheureusement. Ah oui, c'est juste ce que vous dites. Hein. Et en même temps, nous, par exemple, militants associatifs, nous ne sommes pas très nombreux dans les wilayas. Hein. Nous sommes de plus en plus très mal vus. Non seulement nous étions considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, mais maintenant on apparaît même comme un peu comme des donneurs de leçons, comme nous sommes les plus intègres, et ceux d'en face sont sales, et à telle enseigne que même certaines personnes, pour pas dire certaines personnalités qui étaient proches de notre combat et tout, commencent à devenir un peu acerbes et un peu trop critiques à notre égard. Où est-ce qu'ils vont cela est-ce que vous avez des preuves? Comme s'il était besoin encore de faire une démonstration de preuves, vu l'état dans lequel malheureusement est notre pays, un état de déliquescence des institutions de l'État, un état de gangrène des institutions publiques, et un état où cette corruption systémique, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, un mot qu'on utilise souvent dans le langage médical, systémique signifiant que pratiquement tous les organes sont touchés, tous les organes j'allais dire, sont virusés par ce fléau qu'est la corruption. Mais en même temps, il ne faut pas aussi tenir uniquement un discours aussi sombre, aussi noir. Il y a dans la société encore un potentiel assez extraordinaire. Il est dispersé, il est éclaté, et effectivement, les pouvoirs publics font en sorte qu'il n'y ait pas une sorte de rassemblement, ne serait-ce qu'à un niveau local, de toutes les potentialités citoyennes pour lutter contre ce fléau. Mais en même temps, il y a des dynamiques et des exemples positifs, tout en disant que malheureusement, ceux qui ont le courage et qui ont l'intégrité de dénoncer publiquement au sein de leur entreprise, au sein de leur administration, des cas avérés de corruption, malheureusement, ces citoyens-là subissent des représailles systématiques qui vont du licenciement à l'arbitraire judiciaire, à toutes sortes de poursuites policières, voire à des emprisonnements aussi qui ne sont pas toujours justifiés. Avant de revenir sur cette affaire que vous avez donné en exemple, celle de Mohamed Bjaoui, expliquez-nous un peu, Gilal Hajjaj, ces derniers temps, certains analystes, certains spécialistes de la corruption en Algérie disent que la corruption n'est plus seulement systématique, mais qu'elle est devenue systémique. Essayez de nous expliquer un peu les nuances. Oui, alors nous avons, nous, à travers notre réseau associatif, à la fois des données sur ce qui se passe dans les communes, dans les wilayas, mais en même temps aussi des informations et des données sur ce qui passe, on va dire, à un niveau plus central. Et nous nous apercevons, depuis déjà quelques années, on va dire que ça s'est accentué ces derniers mois. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel climat d'impunité, il y a une inexistence totale de ce qu'on peut appeler un état de droit. Il y a une justice qui, je crois que c'était dans une de vos émissions ou une des émissions d'un de vos confrères de Maghrebia, où je disais malheureusement actuellement, nous ne sommes pas en présence d'un système judiciaire. La seule justice que nous avons dans notre pays, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau des tribunaux des grandes villes du pays, c'est une justice qui ne se manifeste qu'à travers des instructions données par le pouvoir exécutif. Nous sommes complètement dans un système totalement à l'envers de ce que prévoit la Constitution, que ce soit l'ancienne ou que ce soit la nouvelle. Donc la justice n'existe pas en tant que telle définie par la Constitution et les lois du pays, mais elle n'existe que comme instrument de répression, de contrôle et de mainmise aux ordres du pouvoir pour caporaliser, pour instrumentaliser la société et surtout pour réprimer de manière la plus arbitraire toute dynamique citoyenne qui pouvait se manifester. Alors, c'est dans ce tel climat que la corruption est devenue, j'allais dire, un immense vecteur
de toutes les salissures que puisse entraîner ce fléau et qui a touché toutes les institutions pratiquement du pays. On peut, sur les 1700 communes que connaît le pays, on peut peut-être compter avec les doigts d'une main une assemblée populaire communale qui n'est pas touchée par des affaires de corruption. Sur les 48 assemblées populaires de Wilaya, on peut peut-être compter 2 ou 3 assemblées populaires de Wilaya qui un jour ou l'autre n'a pas été mêlée à une affaire de corruption. Au niveau des ministères les plus budgétivores, c'est devenu une règle de gestion. Vraiment, nous sommes assez bien placés pour en parler parce que les informations très fiables que nous recevons montrent que c'est quand même quasi général. Et face à l'étendue de ce fléau, face au caractère systémique de ce fléau qui porte atteinte aux libertés, qui porte atteinte aux pratiques démocratiques, qui porte atteinte aux droits de l'homme, et qui porte atteinte, j'allais dire, aux lois du pays, malgré leurs insuffisances, c'est que la seule riposte qui existe, c'est peut-être quelques citoyens ici et là, quelques associations, quelques syndicats, quelques syndicalistes, une partie des partis de l'opposition parmi les plus dynamiques et les plus courageux, mais cela n'est pas du tout suffisant. Il ne s'agit pas de... le traitement de ce fléau est connu. Il faut une dynamique beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Il faut qu'il y ait une sorte de front le plus large possible, de front citoyen qui puisse lutter contre ces fléaux et qui puisse jeter les bases de ce qu'on peut appeler dans un jargon connu une sorte de système national d'intégrité qui se construirait à la base et qui irait vers le haut. Et malheureusement, les moyens du traitement ne sont pas encore disponibles. C'est ça qui fait encore défaut. Et ici et là... Mais cette solution que vous préconisez, Gilali Hijaj, est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs dans un système où la justice est elle-même, ça je veux dire l'institution de la justice, le pouvoir judiciaire, est elle-même infestée de magistrats corrompus, à tel point que la pratique de la corruption au sein de la justice est devenue tellement massive que ce sont les juges qui ne sont pas corrompus qui sont montrés du doigt, qui sont devenus presque dangereux pour leurs confrères, pour leurs collègues. Ah, si on voulait, je vous remercie de citer l'exemple des magistrats et des juges, mais s'il y avait une réelle volonté politique de mesurer l'étendue de la corruption dans cette corporation, la chose serait vraiment facile et aisée, ne serait-ce qu'à travers le patrimoine caché ou non dissimulé de nombre de ces magistrats et des patrimoines... Oui, ils ne s'en cachent pas, hein. Ils ne s'en cachent pas, ils roulent carrosse, ils ont des résidences, des affaires, leurs enfants investissent, ils ne s'en cachent pas de toute façon, tout le monde le sait. J'ai eu personnellement même à être témoin direct de ce patrimoine chez un certain nombre de magistrats et de juges. Ça frise l'indécence, cet enrichissement vraiment criminel en des temps records, à partir du fléau de la corruption, à partir d'un certain nombre de pratiques, n'hésitant pas à corrompre des citoyens qui face à la justice, malheureusement, sont complètement démunis et se trouvent obligés de s'adonner à des pratiques de versement de commissions, de pots de vin, et ainsi de suite. Cette corporation est malheureusement, alors que ça devrait être dans un état de droit la colonne vertébrale de cet état de droit, c'est une colonne vertébrale qui est complètement paralysée, qui est complètement arthrosée, qui est atteinte d'un, j'utiliserai un langage médical, d'un rhumatisme profond qui pratiquement ne peut être traité que par une extirpation, totale de ce corps, mettre ce corps à la rue, le mettre à la retraite et essayer de construire, de préparer une nouvelle génération de magistrats plus propres, plus intègres et plus compétents. Venons-en à ce que vous avez cité comme affaire tout à l'heure, celle de Mohamed Bjaoui. Rappelons que Mohamed Bjaoui est un homme quasiment historique, qui est très connu, qui était, lumineux. C'était un révolutionnaire très connu. Il est néanmoins l'oncle de Farid Bjaoui, l'acolyte de Chakib Khalil. Et lui-même, semble-t-il, selon les échanges et les correspondances et les articles qui ont été rendus publics, serait mouillé, pour le moins qu'on puisse dire, dans ce fléau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Gilali Hijaj?
Ah oui, je vous remercie de me poser la question sur ce triste personnage qui a trompé son monde. Qui a trompé son monde et je vais vous le dire, je vais vous le dire avec beaucoup d'émotion. Lorsque nous avons publié ce très long communiqué sur Mohamed Bjaoui il y a quelques semaines, j'ai lu un commentaire d'un citoyen que je ne connais pas. D'un citoyen qui disait, mais vraiment avec un français excellent et avec des souvenirs terribles, il disait, quelques années après l'indépendance, j'avais 15 ans et mon frère aîné m'a prêté un livre à lire qui était La Révolution algérienne et le droit. Un livre qui est paru en 65 et signé Mohamed Bjaoui. Il a dit, moi, jeune adolescent de 15 ans, pour moi c'était un livre ardu, difficile à lire. Mais je me suis appliqué, je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai essayé de comprendre. Et pour moi, ce Mohamed Bjaoui, en 65 et en 66, était devenu une sorte de référence, une sorte d'idéal. Et vous, association, en 2016, vous me balancez un communiqué. Vous m'avez détruit cet idéal. Mais en même temps, vous avez démontré que ce personnage, peut-être qu'à une période de sa vie, a été une référence, mais que pouvoir aidant, encrassé lui-même dans ce pouvoir, est devenu un triste personnage, alors que matériellement, il vit dans un confort avec toutes les fonctions qu'il a occupées, tant en Algérie qu'à l'étranger, il vit dans un confort extraordinaire. Mais ça ne suffisait pas pour ce monsieur. Il a fallu qu'il trempe dans des affaires de corruption, aussi bien l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, et plus grave encore, avant que nous publiions ce communiqué, il y a quelques semaines, ces 2 dernières années, nous avons essayé à plusieurs reprises, en contact avec des médias algériens, de leur donner ces informations. Et aucun, je dis bien aucun, je mesure mes mots, n'a voulu publier ces informations. Parce que nous nous sommes dit qu'il était important aussi qu'il y ait une publicité à travers ce scandale de Mohamed Bjaoui, de Pierre Falcon et de l'autoroute Est-Ouest. D'autant plus que malheureusement, au-delà, et plus grave encore, je crois qu'au soir de sa vie, il multiplie les erreurs. Il finit par reconnaître lui-même qu'il a introduit Pierre Falcon, ce monstre Pierre Falcon, ce monstre des affaires internationales, qu'il a introduit dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Et alors, plus grave encore, la justice italienne, qui est en train de traiter de l'affaire Saipem-Sonatrach au niveau de Milan, a la preuve matérielle qu'à partir des comptes de Farid Bjaoui ont été transférés 10 millions d'euros, à partir des comptes suisses de Farid Bjaoui, le neveu de Mohamed Bjaoui, ont été transférés au moins 10 millions d'euros sur des comptes en Europe et probablement ailleurs de Mohamed Bjaoui. La justice italienne a ces documents dans son dossier, transmis suite à une commission rogatoire envoyée à leurs confrères en Suisse. Voilà des faits extrêmement graves. Alors si ce personnage, qui a été ministre de la Justice après l'indépendance, qui a été ambassadeur d'Algérie en France pendant de longues années, qui a présidé la Cour internationale de la Haye, qui est revenu en Algérie suite au pouvoir de Bouteflika pour présider le constitutionnel et être ministre des Affaires étrangères, ce monsieur est impliqué dans ces affaires et est impliqué aussi dans d'autres affaires. Et est une des pièces tournantes avec Chakib Khalil dans les grosses affaires de corruption où l'Algérie est impliquée au niveau international. Voilà le drame. Et je suis désolé pour ce citoyen algérien qui a mon âge maintenant et qui considère Mohamed Bjaoui comme une sorte de référence. Et quand nous avons publié ce document, les retours que nous avons eus, c'est terrible. Combien d'Algériens de ma génération se sont sentis trompés, floués, et j'allais dire indirectement et involontairement de notre part, nous avons comme accentué un peu ce sentiment de désespérance. Mais en fait, pour nous, à chaque fois que nous avons des éléments de preuve concernant des personnalités, quelle que soit leur carrière, leur poste, il n'est pas question pour nous de garder ça, et au contraire, il faut publier, parce que c'est important que les Algériens comprennent que c'est un combat qui est très dur, qui est très difficile, et que nous devons être de plus en plus nombreux à le mener. Décidément, le pouvoir aura tout corrompu, y compris des leaders de la révolution, y compris des gens qui ont eu un passé absolument
Magnifique. Mais restez avec nous, Gilal Hajjaj. Nous allons ouvrir le standard, prendre quelques appels et ensuite nous revenons à vous pour répondre à des questions éventuelles et conclure. Mohamed de Marseille est avec nous. Oui, Monsieur le Khair, c'est Jamal. Monsieur le Khair, c'est Mohamed. Ahlan bik, tfadal. Ah, j'aime beaucoup vos émissions. J'aime beaucoup vos émissions. Merci beaucoup. Ah, ouais. Voilà, donc je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée avec. Allô, vous m'entendez? Bon, on vous écoute, on vous écoute. Oui, qui m'est arrivée sur le port de Annaba. Donc, c'est un inspecteur. C'est un inspecteur qui ne m'a pas laissé, parce qu'à l'époque, je voulais déménager. Je déménage, j'avais le droit d'emporter avec moi un certain nombre de choses d'une certaine valeur. Donc, arrivé au port, là, l'inspecteur me dit ça passe, mais ça ne passe pas. C'est un appareil, parce que je voulais monter une affaire d'électromécanique vers Annaba. Je déménageais. Et il n'a pas voulu me laisser passer cette affaire-là qui était acceptée et validée par le consulat d'Algérie en France. Donc il n'a pas voulu me laisser passer. Il a dit à sa collègue, il est parti, il m'a laissé sa collègue qui m'a demandé de payer quand même, de payer un pourcentage de cet appareil-là que j'avais payé 3 500 €. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je dis à la personne, écoutez, s'il manque un papier, j'appelle mon fils, il m'envoie ça par fax, il n'y a pas de problème. Non, il m'a dit, l'appareil, s'il reste ici, vous savez, il va s'abîmer, etc. Moi, j'ai pas réfléchi un instant, je suis monté dans le véhicule, je lui ai demandé combien elle volait, combien ça devait me coûter. Elle m'a dit 300 et quelques euros. Je dis, bon, écoutez, quand même, c'est pas normal, ça. Elle me dit, bon, l'appareil, vous n'allez pas l'emporter, il va rester ici. C'est un appareil, effectivement, pour remplir tous les fluides du véhicule de climatisation. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors, donc, je suis monté dans le véhicule, j'ai ramené 240 € que j'ai donné à la dame, qui lui a remis en main propre dans son bureau. Là, il est sorti, il m'a donné le papier pour sortir l'appareil, parce que je ne voulais pas le laisser... Ça veut dire que c'est une somme d'argent que vous lui avez remis pour lui. 240 € pour pouvoir sortir l'appareil. Non, mais cet argent, vous l'avez versé pour l'administration des douanes ou pour le monsieur? Non, il les a mis dans sa poche. Je continue, j'en ai pas pour longtemps. Mais faites vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, s'il vous plaît. Elle me dit, vous venez demain pour régulariser le reste. J'arrive le lendemain, elle me dit, bon, il reste encore 40 € sur les 300. Et il reste 40 €. Je lui ai dit, écoutez, madame, il l'a mis dans sa poche. Il cherche un Pardon? Oui, poursuivez, je vous en prie. Oui, je lui ai dit, il l'a mis dans sa poche, il cherche un scandale ou quoi? Parce que j'étais décidé à faire un scandale. Donc, voilà, donc ce bonhomme, un inspecteur, je dis bien un inspecteur, ripou, c'est un ripou. Donc, moi, je dis qu'il faut... Merci, Mohamed de Marseille. Je demanderai aux téléspectateurs qui appellent d'être un peu brefs, s'il vous plaît, pour permettre à un maximum de gens d'intervenir. Nous n'allons pas prendre beaucoup de téléspectateurs. Wally de Paris. Bonjour Jamal, c'est Wally de Paris. J'interviens sur le problème de la corruption en Algérie. Ça existait depuis 1962. Je ne sais pas si vous vous rappelez du ministre de la Jeunesse algérien en 1983, Jamal Houhou. Oui, je me rappelle. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça ou pas. Je me rappelle du monsieur, mais sinon de quoi devrais-je me rappeler? Il a été parce qu'il a détourné de l'argent de 5 juillet. C'était, je me rappelle pas trop, mais j'ai assisté à son procès à Alger. J'ai assisté à son procès à Alger. Depuis ce jour-là, la corruption, ça devient un sport national en Algérie. Oui, ça en effet. devient un sport national. Aussi le peuple algérien et allô? Oh, oui. Aussi le peuple algérien et l'État algérien. On est dans un engrenage, on va payer ça au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, et ça va, je sais pas
qu'est-ce que... Je suis pas un visionnaire, je suis un simple citoyen. Mais à mon avis, ça va pas s'arrêter comme ça. Parce que les Algériens, ils sont pas conscients de c'est quoi la corruption. La corruption, ça joue sur l'économie, ça joue sur le travail, ça joue sur le social, sur tous les problèmes de la société algérienne. C'est les Algériens, ils se mobilisent pas, ils se prennent pas en main, ils voient pas les choses loin et ça changera jamais. Merci, Wally. Leïla de Lyon. Leïla, est-ce que Leïla est avec nous? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan bik Leïla, tfadali, je vous en prie. Je voulais participer parce qu'elle a fait des victimes. ضحية تاع رشوة طلبت مني رشوة autant que je suis artiste. والرشوة طلبت مني منين من l'ONCI. Il y a 2 noms, si je peux citer les noms, عندك ناصر عباس عندك بن تركي هادو les 2 mafias ما يخلوناش on participe pas les festivals جميلة ولا أي festival يطلبوا منا تيبا ou bien ينحونا من الكاشي 10 millions 15 millions ou bien on passe pas. هذا الارهاب الثقافي هذا اللي راهو تسمى خويا اوني دي زارتيست ما نخدموا في ليترونجي. Mais Leïla, à partir du moment que vous appelez avec un simple prénom, donc il ne faut pas citer de noms de gens, il faut parler du problème sans citer les noms, parce que si vous avez un nom et un prénom, ça se comprendrait. Ne citez pas de nom, dites que le secteur est pourri, corrompu. De toute façon, tout le monde le sait. Non, je peur de personne, moi. أنا نهدرها نورمال نهدرها تحسب لا بريس لي ميديا يا با دو سوسي. فهمتني خويا، راهم يطلبوا منا رشاوي، احنا باش نفوتوا ولينا حنا اللي نخلصوا، مش هما اللي يخلصوا لي زارتيست. Non. Leïla, moi je vais vous proposer quelque chose. Maintenant, vous allez laisser votre numéro à la galerie technique. Ils vont prendre votre numéro, on va vous appeler, on va discuter de ça. C'est un sujet qui m'intéresse. Je vous promets qu'on va s'y pencher. Je vous remercie beaucoup. Amin منين؟ تيسم سلك. أهلا بك Amin, مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. أنا تهدرت على la justice, la corruption au niveau de la justice. Oui. Eh bien, monsieur, c'est vrai. Mais ça n'a pas de problème pour les juges. Ni les juges, ni les procureurs. أنا ما دور عليا لا les juges, ni les procureurs. أنا اللي دا نقول لك شكون. Ce sont les experts. هما يعطونا des experts par exemple. كيما حنايا عندنا un problème تاع الفوسيي. Ce sont les experts اللي يدوا الرشوة. يقلعوا لك حقك ويعطوه لآخر بالرشوة. C'est ça le problème. D'accord, merci. Merci Amin. Merci. Mohamed d'Alger. Mohamed d'Alger, je demanderai aux téléspectateurs bonjour monsieur Jamal. Bonjour, c'est Mohamed Alenbek. راكم منور الشاشة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. sympathisant تاع المغاربية. ربي يعيشك ويبارك فيك. Je vais être bref à propos du sujet de la corruption. En Algérie, c'est devenu, on dirait, quelque chose de courant. Parce que, voilà, les gens, déjà, quand ils vont faire un service ou quelque chose, ils croient qu'ils donnent des cadeaux ou comme ça, mais vraiment, c'est la catastrophe. J'espère que ce mal guérira un jour. Vraiment, je suis désolé. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Nous allons encore prendre 2 appels et nous revenons à Jalali Hijaj. Salah du Canada. Ahlan bik, c'est Salah. Monsieur Machnouf. Ahlan bik, c'est Salah. Marhaba bik. Merci beaucoup. Je vous salue au passage. Je salue votre objectivité surtout. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste rectifier monsieur Djilali Hadjadj. J'ai parlé de Mohamed Bjaoui. Oui. C'est Mohamed Bjaoui. Oui. Donc c'était juste pour ça. Qu'est-ce que vous voulez rectifier au juste? Donc il s'appelle Mohamed Bjaoui, il ne s'appelle pas Mohamed Bjaoui. Non, il a dit Mohamed Bjaoui, il n'a pas dit Mohamed. Ok, c'est bon alors, merci, c'était juste pour ça. Voilà, ben merci. Merci beaucoup. Alors, dernier appel, Kamel du Canada. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah alam bik, c'est Kamel. C'est Jamal. Donc moi, je ne vais pas revenir sur la corruption en Algérie. On connaît, c'est une affaire qui est généralisée à tout point de vue. Ma question, c'est plus l'opposition algérienne.
la seule question que j'aimerais, étant donné que vous invitez beaucoup ces personnes-là, c'est de poser la question pourquoi justement les gens ne se rallient pas tous ensemble, mettre une personne qu'on va suivre. Oui, très bien, très bien. Eh bien, nous poserons la question à Jilali Hajjaj, qui est lui-même un opposant. Jilali Hajjaj, je reviens à vous. Quelques questions rapides avant d'en arriver à ce que disent nos téléspectateurs. Qu'est-ce que pensent les institutions internationales, la Banque mondiale, tous ces gens qui nous scrutent de loin? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce tournant que prend l'Algérie, de ce tournant ô combien dangereux, pour le moins? Jilali Hajjaj? Oui, alors j'ai entendu. Oui. Notre association, ces derniers mois, a eu l'occasion de répondre à un certain nombre de sollicitations, un certain nombre d'invitations d'organisations internationales, plus particulièrement des organisations intergouvernementales, donc des organisations, tout ce qu'il y a de plus officiel et qui représentent les pouvoirs publics d'un grand nombre de pays. Et parmi ces organisations, notamment la Banque mondiale, l'Algérie est adhérente et membre de la Banque mondiale, et à travers ces sollicitations et ces invitations et la participation à une série de réunions, le constat qui est fait, c'est que non seulement l'Algérie, et ça n'est pas nouveau, est vécue comme un pays où la corruption est pratiquement généralisée, que ce soit on va dire la petite corruption un peu partout dans le pays, ou que ce soit la corruption dans les grandes affaires internationales. Et on a cru percevoir, même plus que percevoir, un embarras de la part d'un certain nombre de responsables de ces organisations qui se posent des questions. Comment le pouvoir actuel veut-il s'insérer dans la mondialisation de l'économie en maintenant le pays dans un tel état de corruption sans vouloir bouger le moindre petit doigt? C'est pratiquement le message qui est donné, même s'il est donné s'il est transmis à travers des questionnements. Ce qui se passe en Algérie est connu dans le monde entier, avec maintenant, j'allais dire, les autoroutes de l'information et à travers les grands scandales qui éclatent, que ce soit à travers SNC-Lavalin au Canada où l'Algérie était impliquée, que ce soit à travers Saipem Sonatrach pour l'Italie, que ce soit à travers aussi d'autres affaires qui sont saisies par les juges suisses et où l'Algérie est impliquée, que ce soit même à travers l'Espagne. Il y a encore de nouveaux scandales qui apparaissent ces derniers mois entre l'Espagne et l'Algérie à travers un certain nombre de contrats qui ont été signés dans ces 15 dernières années. Donc, et c'est vrai que pour nous, société civile, quand nous allons dans ces réunions, quand nous répondons à ces invitations, c'est un peu embarrassant pour nous à chaque fois de se voir ressasser. Pourquoi votre pays dans cet état? Pourquoi le gouvernement ne fait rien? Pourquoi la société civile, les médias et l'opposition n'ont pas la possibilité d'agir de concert avec les pouvoirs publics pour que les choses changent? Donc le diagnostic est établi aussi du côté, j'allais dire, au niveau international, et ça n'est pas fait pour arranger les choses, parce que malheureusement, que nous soyons contre ou pour la mondialisation de l'économie, j'allais dire quelque part, c'est un passage incontournable. Nous ne pouvons pas, par exemple, l'Algérie, à titre d'exemple, l'Algérie est dans la 20e année de négociation d'adhésion avec l'Organisation mondiale du commerce. Et sur les questions que le gouvernement algérien refuse de recevoir de la part des négociateurs de l'Organisation mondiale du commerce, c'est les questions de bonne gouvernance, d'intégrité dans les entreprises, de transparence dans les marchés publics. Donc les trois questions qui sont les éléments essentiels de la lutte contre la corruption. Et à la limite, nous avons fait aussi le constat, et ces organisations aussi ont fait les constats, l'Algérie officielle, le pouvoir algérien, les entreprises publiques et ces entreprises privées ne commercent qu'avec les entreprises des pays les plus corrompus. Et ça c'est connu maintenant. Et donc alors, ces organisations intergouvernementales, depuis quelque temps,
essaye de reprendre langue avec le pouvoir en Algérie, essaye de, j'allais dire, de l'amener à des meilleurs sentiments, essaye de le convaincre d'être un partenaire à part entière de la lutte contre la corruption au niveau international. Et surtout, il ne faut pas se leurrer, si des organisations occidentales, intergouvernementales, s'interrogent sur le degré de corruption en Algérie et s'il y aurait des changements éventuels, c'est parce que les principales entreprises occidentales, notamment les plus intègres parmi elles, n'arrivent pas à obtenir des marchés en Algérie. Donc, j'allais dire, ils défendent aussi l'activité possible de leur entreprise dans le pays. Ce sont les entreprises les plus corrompues au niveau international qui arrivent à obtenir des marchés en Algérie. Ça, c'est une réalité. Et donc, comment faire en sorte que les choses changent? Il y a à la fois une dynamique interne qui doit se créer. Les Algériens qui sont à l'étranger, quelle que soit leur activité, leur profession, leur métier, vous par exemple, chaîne de télévision Le Maghrébia, qui est un apport extraordinaire à ces questions-là, je crois qu'on doit voir de manière très large, se dire réellement ce que chacun d'entre nous peut apporter, et ne pas négliger l'apport aussi modeste soit-il de chacun d'entre nous. Ben justement, Gilali Hajjaj, justement, dans ces eaux-là, si je peux me permettre, Kamel du Canada vous demande pourquoi tous ceux qui s'opposent à ce régime mortifère qui nous mène droit au mur, pourquoi ne font-ils pas en sorte de créer une sorte de synergie entre eux, de tous s'unir pour essayer de sauver ce pays? Et donc, je vous laisserai répondre à cette question et en même temps conclure si vous avez un appel à lancer éventuellement. Je vous en prie. Alors, nous profitons de cette occasion qui nous est donnée par Al-Mir Libya aussi de lancer un appel à vos téléspectateurs qui sont dans le monde entier, qui sont aussi en Algérie. Il faut qu'on se tende la main. Nous sommes en mesure de faire sortir ce pays du marasme dans lequel il est, de la crise profonde, éthique, morale, qui gangrène le pays. C'est de demain du possible. C'est pas un changement qui se fera en un jour, en un mois, en un an. Il faut investir localement. Il faut apporter modestement chacun sa pierre. Maintenant, il est vrai que du côté aussi d'un certain nombre de multinationales, d'un certain nombre de pays occidentaux dits de démocratie avancée, il ne faut pas être naïf. Aussi, s'il y a de la corruption au niveau international où est impliquée l'Algérie, c'est parce qu'il y a aussi des pays corrupteurs, parce qu'il y a des entreprises multinationales corruptrices. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a nécessité non seulement d'un front interne, mais élargi aux Algériens intègres qui sont un peu partout dans le monde, mais élargi aussi à des sociétés civiles occidentales qui veulent aussi qu'il y ait des rapports pacifiés, qu'il y ait des rapports transparents, qu'il y ait des échanges économiques et commerciaux qui se passent sur la base des règles universelles, de bonne gouvernance, de prévention de la corruption. Et donc c'est vrai que c'est un vaste domaine. Mais ça n'est pas inaccessible. Il faut se dire clairement ce que nous pouvons apporter. Et là, nous annonçons à vos téléspectateurs, à travers vous, si jamais le dire, que notre association va lancer une petite initiative à la fin du mois de mai, ou peut-être début du mois de juin. Elle lancera à partir d'Alger, en direction de tous les Algériens qui veulent que le pays redevienne un pays d'intégrité, un pays qui a connu une révolution armée extraordinaire, qui a été historique dans le monde entier, une portée fantastique. Nous lancerons un appel pour que non pas les gens se fédèrent au terme de notre association, mais que les gens puissent se dire, puissent casser cette désespérance qui fait le jeu des réseaux de la corruption, qui fait le jeu de ce pouvoir autoritaire, policier et répressif. Mais nous lançons un appel aussi aux gens qui, au niveau des institutions de l'État, que ce soit au niveau central, au niveau local, et nous en connaissons des gens compétents, des gens intègres, des gens qui veulent apporter le changement, qui veulent être des acteurs du changement, qui, dans des conditions difficiles, essayent de maintenir un peu ces institutions, un peu, j'allais dire, en surface, afin que le pays ne coule pas. Ces gens existent, ces gens, nous leur lançons aussi un appel, qu'ils poursuivent leur travail en direction de la société, un travail d'intégrité, un travail de transparence. Mais en même temps, la chose va être difficile. Ce n'est pas parce que nous lancerons un appel
que le changement va tout de suite s'opérer. Nous agirons dans un climat aussi qui est un climat extrêmement lourd. Cette dynamique de changement pour la bonne gouvernance, pour la liberté, pour la démocratie et pour les droits de l'homme, il ne faut pas se faire d'illusions, il se fera à contre-courant, j'allais dire, d'un tsunami qui se prépare et qui risque d'emporter tout le pays. C'est ça la réalité. Merci. Ça ne va pas être facile, mais c'est possible. C'est possible à condition que chacun y mette du sien. C'est pas l'affaire d'une seule association comme la nôtre. Ça n'est pas la seule affaire de quelques dénonciateurs, de quelques danseurs d'alerte. C'est l'affaire de nombreux Algériens, ils existent, où qu'ils soient, et qui peuvent apporter, j'allais dire, leur petite pierre à la construction d'un nouvel édifice, d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie qui, enfin, presque 60 ans après l'indépendance, va pouvoir se relever. Et c'est vrai que ce fléau de la corruption est un obstacle majeur, est un obstacle qui freine énormément de choses. Merci Djilali Hajjaj, merci pour le combat que vous menez. Nous serons à vos côtés. Faites-nous signe quand vous aurez lancé cette initiative. Nous serons à vos côtés, comme nous serons aux côtés de tous les hommes libres qui cherchent vraiment, avec beaucoup de courage d'ailleurs par les temps qui courent, à contribuer au salut de ce pays, à l'avènement d'un véritable état de droit. Nous serons à leur côté aussi. Et je suis de votre avis, Djilali Hajjaj, comme vous dites, qu'au sein de l'État, puisqu'il faut l'appeler comme ça, derrière le régime, il y a quand même un État qui fait que ce pays ne s'est pas effondré. C'est grâce à ces gens de l'ombre dont vous parlez, ces gens intègres, compétents, qui sont au cœur de l'État algérien, du véritable État profond, qui malheureusement font le travail, qui font que l'Algérie n'est pas encore disparue. Nous espérons qu'ils prendront contact avec nous, même s'ils ne peuvent pas s'exprimer, et nous comprenons leurs réserves, mais il y a d'autres moyens de nous contacter, de nous faire savoir comment nous pouvons les aider. Merci infiniment, merci à Djilali Hajjaj, merci à nos téléspectateurs qui nous ont appelés et à ceux qui ont suivi cette émission. Khawala khair, b'salama.